Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Malgré la remarquable croissance qu'enregistre l'Afrique subsaharienne depuis 2000, le constat reste malheureusement triste du point de vue de la création d'emplois ou encore d'un véritable élan pouvant entraîner un développement social suffisant pour permettre à des millions d'Africains de sortir de la pauvreté. L'enjeu pour beaucoup demeure la transformation économique avec la question notamment de l'industrialisation et du développement durable. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Thierry Awisso, directeur général de la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, l'un des piliers de l'industrie agroalimentaire du paysage industriel togolais. Vous êtes également vice-président du patronat togolais en charge de l'industrie, de l'énergie et de l'agriculture. Bienvenue, monsieur Thierry Awisso. Merci et bonjour Norbert. Alors c'est un débat de plus en plus récurrent sur le continent. Plus que jamais, la nécessité pour l'Afrique de s'industrialiser fait partie des thèmes centraux débattus lors des conférences internationales. Un enjeu aujourd'hui pour le développement du continent. Tout à fait. Norbert, permettez-moi dans un premier temps de vous formuler pour vous et toute l'administration de New World TV mes vœux les meilleurs en ces débuts d'année. Beaucoup de lumière, beaucoup d'initiatives, beaucoup de croissance, beaucoup de résultats pour que votre chaîne continue par nous servir, par nous former, par nous accompagner justement dans le cadre justement de l'épanouissement de nos différentes populations. Je vous remercie. Pour en revenir justement à votre question, effectivement, vous le savez, l'Afrique est restée malheureusement un peu à la traîne. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique reste en ce moment le continent qui regorge davantage de ressources, des ressources tant en valeur humaine, des ressources tant naturelles, que ce soit sur le secteur des industries extractives, donc tout ce qui est minier, calcaire. Nous avons également des opportunités très intéressantes au niveau de la qualité de nos sols, donc des matières premières vraiment à valoriser davantage. Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique aujourd'hui est appelée à se prendre en main, à reprendre totalement son destin en main, parce qu'elle est l'avenir du monde et parce qu'il y a un fort potentiel aujourd'hui à développer. Et aujourd'hui, eu égard justement à la capacité de l'industrialisation de pouvoir valoriser davantage sur nos territoires nationaux nos matières premières pour avoir davantage une valeur ajoutée, il va de soi que le secteur industriel reste un secteur à consolider pour que la valeur ajoutée ne sorte pas avec justement les matières premières qui sont exportées de manière trop naturelle et sans transformation. Alors justement sur la question, je pense que c'est une question souvent débattue, j'en parlais tout à l'heure, le potentiel, on sait il est là, il est réel, mais comment expliquer que depuis plusieurs années, toutes les stratégies mises en place, on a comme l'impression que c'est finalement des stratégies qui n'ont pas porté de fruits eu égard à ce besoin pressant pour l'Afrique de s'industrialiser. Oui, tout à fait. Vous savez, la construction d'une véritable politique industrielle exige la mise en place d'un certain nombre, je dirais, de cadres. Nous avons souvent appelé lors de nos colloques, même à l'international, de la mise en place d'un haut conseil à l'industrie. Et je pense que ça peut être un espace privilégié dans lequel les différents acteurs, justement dans le cadre du partenariat public-privé qui est en train d'être expérimenté plutôt positivement dans un pays comme le Togo, et pourraient se retrouver pour mettre en place et construire ensemble justement des actions qui soient capables effectivement de toucher des réflexions et qui vont construire justement ce plan de développement industriel. On a malheureusement en Afrique pendant longtemps misé essentiellement sur l'exportation des matières premières, notamment le phosphate pour des pays comme les nôtres, le pétrole pour des pays qui sont naturellement dotés justement dans ces potentiels. Et on n'a malheureusement pas mis en place la recherche et le développement pour asseoir les différentes stratégies qui pourraient affecter justement les recettes obtenues de ces différents booms. Il est grand temps de s'asseoir maintenant, de faire justement un état des lieux, de marquer un arrêt et de construire de véritables politiques industrielles qui sont porteuses justement de valeur ajoutée de façon durable. Est-ce qu'il y a eu un échec? Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faudra en parler.
Dans les années 80, nous étions justement en termes de pourcentage au niveau du PIB en Afrique autour de 12%, 11,8%, 12%. Et nous avons fait un net recul sur le plan industriel. Nous sommes aujourd'hui difficilement à 11% en termes donc de volume par rapport au PIB par tête d'habitants. Ça signifie tout simplement que nous sommes aujourd'hui moins industrialisés qu'il y a une quarantaine d'années. Donc effectivement, votre question est pertinente. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comme je vous ai dit, nous n'avons pas forcément construit des politiques industrielles suffisamment agressives pour tenir compte justement des différentes mutations auxquelles le monde a été confronté. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pris en charge et nous sommes là-dessus en train de tirer justement toutes les leçons du passé pour essayer d'améliorer justement... Continuons toujours, si vous voulez bien, par tirer ces fameuses leçons du passé donc, de l'Afrique en ce qui concerne aujourd'hui des politiques industrielles véritables qui puissent permettre au continent d'amorcer un développement économique inclusif. C'est de voir aujourd'hui que peut-être pour certains, s'il y a eu peut-être un manque de pragmatisme ou même de politique volontariste qui aille vers ce domaine donc très porteur pour l'économie. Est-ce que quelque part les gouvernants, les dirigeants africains n'ont pas manqué peut-être de vision sur le développement même de l'Afrique en prenant en compte ce volet industrialisation qui est très important? Au-delà des échecs qu'on peut constater dans différentes politiques publiques mises en place dans le secteur de l'industrie. C'est ça. Nous sommes partis d'une situation où la Chine, que j'ai failli même appeler le continent chinois, a connu de fortes demandes pour son développement industriel et son développement économique. Évidemment, les matières premières étaient en Afrique. Il y a eu ce qu'on peut appeler un boom dans les années 80, qui a permis justement à l'Afrique de rassembler d'énormes ressources. En ce moment, il fallait commencer par construire l'après-boom, justement, industriel. Parce qu'à partir du moment où la Chine elle-même a commencé par reprendre en charge avec ses propres moyens son développement, à partir du moment où la croissance en Chine également a commencé par regresser, bien évidemment, ça a impacté directement la nature de la structure économique elle-même dans les différents pays d'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a eu à un moment donné une situation dans laquelle on a manqué je pense au niveau justement des gouvernants, de réflexion sur justement ce qu'il fallait mettre en place pour faire face à cette situation. À l'heure où je vous parle, les paramètres qui expliquent justement cette situation sont très clairs. C'est des manques d'infrastructures tout azimut. Les infrastructures, que ce soit en termes de communication, que ce soit justement des infrastructures en termes de mobilisation de ressources. Et à quel taux nous les faisons en termes de vision, en termes de construction même de la stratégie de développement type économique ou industriel. Parce qu'il y a des options à choisir à un moment donné. Donc il faut poser le problème et que les acteurs les plus concernés, justement dans des cadres de partenariat public-privé comme ça se passe dans notre pays, et puissent reprendre en charge justement les manquements qui expliquent cette situation et de façon progressive réussir justement à construire quelque chose de nouveau qui tienne compte des mutations sur le plan international. Donc de façon concrète et pragmatique, la demande a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus ce que vous êtes capable de mettre en place sur le marché qui est important. C'est ce que le consommateur veut trier. On a quitté justement une situation où les besoins en termes de fabrication partaient d'une nécessité parce qu'on avait besoin de quelque chose de concret. Aujourd'hui, ce n'est plus ce dont on a besoin qui est réellement le problème. C'est le choix. Parce qu'il y a une compétitivité aujourd'hui qui a mis en place sur le marché des produits défiant toute concurrence. Et maintenant, la compétition se joue justement autour de la qualité des produits. Et c'est la raison pour laquelle, qui n'avance pas recul, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'est pas capable, tant en termes de normes internationales qu'en termes de qualité, de proposer des produits qui répondent vraiment aux besoins du consommateur, qui a muté. Et avec ce village planétaire, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, nous cherchons de la qualité. Les populations cherchent maintenant de la qualité au niveau des produits à consommer. Et c'est pour ça que la réflexion doit continuer par se poser pour créer le cadre et l'environnement qui soit capable de pouvoir
pouvoir permettre à l'industrie d'amorcer un essor durable. Alors, parler de réflexion, beaucoup mise aujourd'hui sur une véritable transformation structurelle au niveau du continent, mais c'est à croire aussi que, selon quelques statistiques, l'Afrique pourra quand même doubler son produit national brut en augmentant son PNB industriel. Et c'est une réalité qui n'est pas ignorée dans le monde économique, mais les référentiels aujourd'hui en Afrique, on les connaît. C'est le programme, par exemple, de développement durable à l'horizon 2030 ou les objectifs de millénaire pour le développement. Est-ce que ce sont des politiques assez cohérentes pour permettre à l'Afrique justement de prendre son envol sur le plan industriel et partant, donc pour ce qui est de la réduction de la pauvreté? Vous savez, pour revenir à des chiffres, vous avez bien fait allusion à des chiffres importants. Nous sommes partis dans les années 80, comme je vous le disais tout à l'heure, autour de 11%, 12% de pourcentage de tout ce qui est manufacture dans la formation du PIB. Nous sommes passés de ce chiffre difficilement à 12-13%. Au même moment, les pays asiatiques partent donc de 47% dans les années 80 et ils arrivent justement à 74% en moyenne sur la même période. Et ça veut dire que l'Afrique s'est endormie pendant un certain temps. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et c'est là où on revient sur l'essentiel. Ce dont vous avez parlé, c'est des souhaits. Est-ce que l'Afrique peut doubler effectivement son PNB industriel pendant cette période? Si elle doit le faire, elle est obligée de répondre à un certain nombre, je dirais, de paramètres. Le tout premier paramètre dont je vous ai parlé, c'est le coût justement à l'accès à l'énergie. Le coût de l'énergie, la disponibilité de l'énergie, l'efficacité de l'énergie qui impacte donc directement la production justement des produits finis. À partir du moment où vous êtes en capacité de pouvoir effectivement mettre sur le marché... Si vous voulez, on va revenir dans le courant de cette émission sur peut-être les stratégies à mettre en place pour arriver à augmenter ce PNB industriel. Oui. Mais déjà, c'est de voir que l'Afrique est résolument, en fait l'Afrique est orientée vers ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, oui, avec notamment aussi le programme de développement durable de l'Union africaine, Horizon 2030. Est-ce que c'est des politiques assez soutenables qui prennent en compte le côté industriel et qui pourront quand même être déterminants pour l'Afrique? Ah oui, absolument. Ça, j'adhère parfaitement à votre vision, pour une raison toute simple. Je vous le disais tout à l'heure, la mise en place donc, d'un certain nombre de produits justement sur le marché international nous amène à un respect d'un certain nombre de normes. On parle souvent de la responsabilité sociale et environnementale des différentes entreprises. Aujourd'hui, c'est le client qui vous fixe le cahier de charge du produit dont il a besoin, puisqu'une bonne partie effectivement de notre production est destinée également à l'export, des normes justement qui tiennent en compte des paramètres qui sont fixés justement dans ces objectifs, nous exigent non seulement au niveau de l'acquisition des équipements industriels pour mettre en place justement les produits finis, mais aussi un respect de l'environnement. Je vous prends un exemple simple. Nous sommes dans une structure agroalimentaire, un peu comme celle que nous pilotons. Nous avons de gros clients à l'international qui exigent que nous n'utilisions que des graisses au niveau de nos équipements industriels qui sont alimentaires parce que nous faisons des produits alimentaires. Si vous vous amusez à ne pas mettre ces graisses et que vous utilisez justement comme cela se faisait de par le passé, justement des huiles ou des graisses d'origine hydraulique, ce qui se fait donc dans la majorité des unités industrielles jusqu'à présent, et qu'il y a une seule trace de ces produits dans votre production, nous parlons de plusieurs milliards de francs, vous risquez à un moment donné de perdre vos clients. Donc c'est des normes internationales qui viennent impacter directement la qualité du travail qui est mise à disposition justement et nous mettent justement dans la compétition des grands pays comme n'importe quelle autre industrie qui se trouverait au Japon, qui se trouverait en Chine, qui se trouverait aux États-Unis. Encore mieux, vous savez qu'en Afrique, même si l'essor a été lent, l'essor se fait avec des ressources humaines de qualité, l'essor se fait avec une grande conscience, une prise en main justement d'un environnement qui pendant longtemps a été un peu négligé. Et quand vous reprenez justement l'industrie du bois dans des grands pays comme le Gabon, la Côte d'Ivoire ou ailleurs, aujourd'hui, il n'est plus possible non seulement de couper des arbres sans en planter d'autres, et il n'est plus possible également de pouvoir exporter
ces matières sans les transformer sur le territoire national avec des normes bien déterminées. Pour revenir un peu à ce que vous dites, c'est pris en charge justement dans les différents pays actuellement. Et je pense que nous pourrons arriver justement à ces objectifs, mais en faisant respecter complètement la réglementation, y compris la problématique de la pollution par-ci et par-là. Alors, est-ce que justement, à ce niveau, il n'y a pas un danger pour une industrie, on va dire, encore naissante, africaine, quand on sait combien les Européens ont pu à un moment donné bénéficier, par exemple, des énergies fossiles pour accéder au niveau de développement qui sont aujourd'hui l'Afrique, qui doit mettre en place tout de suite une politique industrielle assez volontariste, mais en tenant en compte au même moment des normes, on va dire, avec la question aujourd'hui du changement climatique, en faisant en sorte que cette politique soit intégrée dans une logique de développement durable. Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour le continent africain, l'industrie, une industrie encore naissante? Je prends en charge la question dont vous avez parlé. Je crois qu'il faut démarrer en parlant surtout des pays qui ont amorcé vraiment un développement industriel qui soit extrêmement remarquable en un temps record. Vous avez parlé de l'Europe, c'est un vieux continent qui a amorcé le développement industriel depuis justement le siècle des Lumières. Ça remonte à pas mal de temps. Mais il faut prendre justement en considération des évolutions contemporaines, un peu comme l'Asie. L'Asie était dans un environnement clos, fermé, où des politiques ont été mises en place avec des pressions extrêmement sérieuses sur des frontières qui étaient totalement cloisonnées. Ils ont opté pour des industrialisations en fermant les yeux sur la majorité des normes. Dieu seul sait dans quelles conditions, tant au niveau de la pollution de l'environnement et avec des impacts qu'ils sont en train de payer aujourd'hui, tant au niveau des responsabilités sociales dont on est en train de parler avec des prix de travail qu'on peut qualifier de non décents pendant assez longtemps. C'est exactement les exemples qu'il ne faut pas prendre. À chaque temps, ces mœurs et à chaque exigence, un environnement bien déterminé. Aujourd'hui, on nous pousse à de la qualité. La qualité a un prix. Ça signifie tout simplement que pour produire justement des produits de première nécessité, des produits industriels de haut niveau, ça exige de nous un certain nombre, effectivement, de prise en charge d'un certain nombre de paramètres. Ces paramètres impactent effectivement le coût de production. Mais il y a de la demande. Comme je vous l'ai dit, est-ce qu'on peut rester assez compétitif parce qu'il faut en même temps mettre en place les structures, contrairement au vieux continent, à l'Europe ou aux États-Unis, même en Chine, où ces structures-là existent. Il faut déjà penser par mettre en place toutes ces structures industrielles. Il faut au même moment veiller à ce qu'on puisse les intégrer dans une sorte, on va dire, de normes allant dans le sens du développement durable. J'avoue, ça va être un peu difficile pour le continent africain. Les menaces dont vous parlez doivent être plutôt perçues comme des opportunités d'avenir. Pourquoi? À l'époque, vous avez parlé des énergies fossiles. Aujourd'hui, vous prenez un certain nombre d'industries en place, un peu comme la nôtre à Agnoto, qui aujourd'hui utilise ce qu'on appelle effectivement des chaudières à combustible solide. C'est-à-dire que nous réutilisons de façon très naturelle les déchets de nos différentes matières premières agricoles que nous brûlons dans ces chaudières, qui est transformé par une turbine et transformé en énergie. Donc nous n'utilisons pas justement l'énergie fossile dont vous parlez pour polluer davantage la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, en dehors de cette énergie qui est fabriquée avec des combustibles solides totalement naturels qui tiennent en compte justement la nécessité de préserver un environnement sain autour de ce que nous faisons, c'est économiquement largement plus rentable. Et n'oubliez pas que la majorité aujourd'hui de nos industries commence par se lancer dans des énergies renouvelables, durables, et qui sont aujourd'hui à terme moins chères parce qu'on ne dépend plus justement d'un pétrole peut-être dont on n'a pas le contrôle en termes donc de disponibilité. Quand vous prenez le soleil, il n'est pas la propriété de quelqu'un. Nous devons absolument renforcer la recherche pour obtenir justement des solutions davantage moins chères dans le solaire ou dans l'énergie éolienne que de rester à chercher absolument à renforcer des énergies fossiles pour faire tourner nos différentes industries. Et je ne sais pas si vous comprenez exactement notre nécessité de vouloir retrouver à l'intérieur justement de nos
territoire sur le continent africain, une autonomie en termes d'énergie. C'est le cas justement de l'énergie hydroélectrique avec de grands bassins en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest avec la Guinée-Conakry qui ont la capacité de pouvoir ravitailler une bonne partie de notre continent. Alors Thierry Aouisso, si vous permettez de marquer une courte pause pour le journal et juste derrière nous reviendrons sur ce plateau pour évoquer d'autres aspects de ce sujet. Alors Thierry Aouisso, nous allons aborder la dernière partie de cette émission consacrée à l'industrie togolaise. Vous êtes vous-même le vice-président du patronat togolais en charge de l'industrie de l'énergie et de l'agriculture. C'est vous dire combien, c'est dire aussi combien ce sujet-là est important pour vous aujourd'hui. Quel est l'état finalement de l'industrie togolaise? Est-ce que c'est finalement les mêmes problèmes dont on a parlé tout à l'heure à l'échelle continentale, ou c'est quand même un secteur industriel qui peut susciter de l'espoir pour l'avenir? Très bien. L'industrie togolaise tourne autour de deux gros pôles. Il y a les industries extractives qui tournent essentiellement autour du phosphate. Et vous avez également les industries manufacturières qui tournent autour d'un certain nombre de pôles de développement. Bien évidemment, le Togo, à eux deux, ça représente à peu près les 3/5 effectivement de l'industrie togolaise. Nous avons connu, avec le développement des zones franches dans les années 1990, de forts développements industriels. Nous avions également à cette époque un boom phosphatier qui a permis justement de mobiliser suffisamment de ressources pour construire davantage les infrastructures dans notre pays. Et puis ensuite, vous connaissez le déroulement. Le phosphate a évidemment chuté sérieusement. Et au niveau des industries de différentes manufactures en général, nous avions connu, je dirais, un recul en termes de demande sur le marché international. Bien évidemment, le secteur industriel mobilise énormément de personnel. Nous avions aujourd'hui la responsabilité, c'est pour ça que nous nous battons au niveau du groupement des industries du Togo, également au niveau du patronat, pour que les emplois dans ce secteur ne soient pas menacés et pour que nous réussissions à davantage mobiliser les matières premières et les ressources en interne ici, pouvoir les valoriser davantage sur le territoire national, pour faire grandir davantage notre industrie. Et si nous ne réussissons pas, ça ne sera pas faute forcément d'avoir des opportunités, parce que les opportunités aujourd'hui se sont affirmées davantage. Et je vous le disais, il faut pouvoir obtenir la matière première à des prix de meilleurs prix et créer le cadre justement fiscal, le cadre juridique, le cadre même au niveau de la mobilisation des ressources pour pouvoir avoir davantage des matières, des produits finis à de meilleurs coûts. Donc ce n'est qu'à ce prix que nous réussirons justement à relever ce défi, parce que c'est dans ce secteur effectivement qu'il faut davantage sauvegarder de façon durable les emplois. C'est parce que c'est dans ce secteur que nous avons de la valeur ajoutée de façon extrêmement durable, contrairement au secteur tertiaire et qui voit défiler effectivement des flux monétaires assez importants, mais qui généralement repartent justement à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que nous avons une balance commerciale extrêmement déficitaire et qui doit être corrigée. Elle ne peut être corrigée que par la valorisation justement de nos matières premières sur notre territoire national, et nous nous y attelons actuellement en faisant des propositions concrètes. Alors qu'en est-il du fameux partenariat public-privé dont on parle beaucoup? Vous venez d'en parler comme une piste à explorer au plan continental. Qu'en est-il finalement donc de ces mesures nécessaires pour créer ces partenariats entre le secteur public et le secteur privé au Togo? Un programme a été mis en place. Nous venons de faire d'ailleurs son évaluation avec notre partenaire stratégique, c'est la Banque mondiale qui pilote un peu ce programme. Vous savez que nous avons réussi à mettre en place le centre de formation au métier de l'industrie, ça c'est du concret, qui met au fur et à mesure à la disposition des industries et des agents spécialisés qui soient capables effectivement de répondre à cette demande. Une demande de plus en plus, je dirais, précise de personnel compétent pour pouvoir faire tourner les équipements industriels. Je voudrais vous dire tout simplement que nous nous concertons davantage, mais nous souhaitons renforcer cela. Il faut déjà avoir la capacité de pouvoir renforcer
l'administration elle-même. L'administration publique qui est notre partenaire justement dans le cadre de cet axe de partenariat a parfois des interlocuteurs qu'on nous présente qui ne sont pas forcément, je dirais, dans la même dynamique. Alors, nous avons souhaité, nous l'avons dit lors de la dernière évaluation, que ces agents de l'État eux-mêmes soient renforcés en capacité pour pouvoir mieux nous accompagner sans qu'il n'y ait des contraintes. Le cadre, je l'ai fixé plusieurs fois. Nous avons la nécessité de pouvoir avoir au niveau justement de la mise en place du nouveau code des investissements, par exemple, que nous soyons davantage amenés à être consultés tant au niveau de la conception des nouvelles réglementations, tant au niveau de sa planification et tant au niveau de sa mise en application lorsque elle aura démarré. Nous émettons le vœu que 2017 soit l'année dans laquelle finalement le nouveau code des investissements va réellement démarrer pour permettre justement au Togo de ne pas rester à la traîne et pour pousser un industriel potentiel qui souhaite justement investir dans un pays d'Afrique à ne pas choisir par exemple le Ghana que le Togo. Aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs propositions de développement dans lesquelles parfois le choix se joue à très peu. C'est le cadre et l'environnement tout simplement dynamique dans lequel l'État, justement dans le cadre de ce partenariat, justement cadre environnement reste parfois plus dynamique. Voilà, un cadre dynamique. On parle aussi souvent du développement des chaînes de valeur. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Au niveau des chaînes de valeur, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de pouvoir prendre une matière première à un endroit bien déterminé. Je prends un exemple très simple. Vous voulez produire des poissons. Vous mettez en place un bassin, vous lancez dans la pisciculture. Les poissons, ils consomment justement des provandes. La provande, il faut déjà, en amont, qu'elle soit produite par une industrie locale à un prix et défiant toute concurrence. Quand vous avez du tourteau de soja qui arrive d'Amérique latine, qu'on retrouve sur le marché à 180 000 francs la tonne, alors que le coût de production peut être sur le territoire national, dans une unité comme la nôtre, va tourner autour de 290 francs pour les paramètres dont je vous ai parlé. Quelle compétition vous voulez faire? Vous allez finir avec un poisson qui va sortir après, avec son niveau de consommation peut-être à 1500 francs le kilo, pendant qu'on va vous importer du poisson venu de Chine ou d'Amérique latine et à 30% ou 40% moins cher. Qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui un consommateur à aller préférer, parce qu'il souhaite peut-être dans son enjeu, sa démarche citoyenne, aller consommer un produit local? Qu'est-ce qui va le pousser à aller consommer un produit qui va lui revenir plus cher? Et donc, il faut absolument insister et agir sur les différents paramètres qui font en sorte que, justement, dans la chaîne de valeur, on devienne suffisamment compétitif. Et c'est des propositions concrètes autour d'un certain nombre de paramètres que nous faisons, nous ne cessons de faire dans le cadre du partenariat public-privé pour que ça soit pris en charge, pour que finalement on réussisse comme dans d'autres pays. Vous voyez que je cite souvent le Ghana qui a de façon extrêmement courageuse tenu compte d'un certain nombre justement de contraintes et de propositions du secteur privé et qui essaye de s'adapter à la compétitivité internationale. Et c'est ça le véritable enjeu. Ce n'est pas être capable de fabriquer des céréales ou de fabriquer des tomates ou de fabriquer des poissons ou d'autres produits de première nécessité, mais c'est d'avoir la capacité de pouvoir le proposer à des prix suffisamment compétitifs pour être justement dans ce challenge et ne pas rester à la traîne. Alors, quelques options. Claire, partenariat public-privé, on vient d'en parler, le développement des chaînes de valeur aussi. Mais ce qui reste à mes yeux plus important, c'est bien le financement de l'industrie en Afrique, précisément au Togo. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à financer ce secteur qui, Dieu seul sait, a réellement besoin d'investissement? Le financement au niveau de l'industrie est l'un des sujets clés de cette émission. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a dans la majorité des pays qui ont choisi l'industrie comme socle de développement une volonté de mobiliser des ressources et des investissements pour ce secteur qui est en termes de rendement assez limité. Vous pouvez faire une affaire dans le tertiaire tout de suite en achetant peut-être du lait, en achetant peut-être des boissons,
que vous venez revendre ici, vous allez tout de suite passer peut-être à 20-30% de gains en termes de taux d'intérêt. Au niveau de l'industrie, vous tournez entre 3 et 5%. C'est des paramètres fixes, on ne dépasse pas beaucoup ces pourcentages, mais on gagne dans la durée. Alors, pour pouvoir justement maintenir au niveau agricole comme au niveau industriel ces facteurs ou ces domaines de fort potentiel, tant sur le plan des ressources humaines, parce que nous valorisons davantage avec énormément d'emplois qui sont relativement bien payés, et nous nous retrouvons au prix auquel on va finalement lever la ressource pour justement développer nos industries. Si je prends le cas de notre plateforme ici, au Togo, nous nous retrouvons avec des banques commerciales qui vont vous faire autour de 8%. Déjà dans des pays dans lesquels c'est préparé avec des fonds d'investissement ou ce qu'on appelle des banques spécifiques industrie ou agricole, vous réussissez à lever des fonds autour de 5%. Ce qui se rapproche un peu des 2 à 3% au maximum auxquels on prête justement de l'argent dans ces secteurs, dans des pays comme la Malaisie, qui ont choisi de faire du développement industriel le socle du développement de leur pays. Alors nous invitons davantage les pouvoirs publics, justement dans le cadre du partenariat public-privé, à continuer leur réflexion pour mobiliser les ressources qui sont faites justement sur des pôles de développement qui peut-être ne sont pas trop compliqués. C'est dans le cadre effectivement je dirais, d'une redistribution harmonieuse vers des secteurs qui font de notre pays et qui feront de notre pays de toutes les façons des pays de développement durable, de mettre en place justement ces structures où l'État peut venir peut-être en garantie derrière pour permettre effectivement de lever justement des fonds autour de 5% pour permettre à nos différentes industries de rester davantage compétitives. Donc ça veut dire que la volonté politique dans le schéma dont je vous ai parlé avec une éventuelle mise en place d'un organe qu'on pourrait appeler une haute autorité justement à l'industrie pour la conception justement, la planification d'une politique industrielle qui viendra se mettre en adéquation totale avec les contraintes internationales et avec la volonté des industries locales de ne pas rester à la traîne parce qu'elles ont les moyens aujourd'hui, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau des équipements industriels, de pouvoir faire face justement à la compétition internationale. Il faut créer un cadre et l'améliorer. Créer un cadre et l'améliorer pour le financement de l'industrialisation au Togo et de manière générale en Afrique. On parle beaucoup aussi du secteur agricole, Thierry Ahusso. Est-ce que c'est un secteur qui pourra venir finalement en aide à ce secteur industriel pour son développement? Doit-on tout de suite faire le lien entre les deux secteurs pour un développement, on va dire, plus inclusif du continent qui pourra permettre justement d'arriver à l'amélioration des conditions de vie des populations, la réduction de la pauvreté, etc. Norbert, je pense que votre intervention elle est extrêmement pertinente. Les deux secteurs vont ensemble. Vous avez parlé actuellement du secteur primaire qui va forcément avec le secteur secondaire. L'agriculture dans un pays comme le nôtre, c'est 52% des actifs. 52% des actifs, c'est aussi, pour les chiffres qui viennent jusqu'en 2014, c'est aussi 40% du PIB par tête d'habitant. Et aujourd'hui, les produits d'exportation, ce que l'on prend, que ce soit le coton, que ce soit le café, le cacao, que nous ne faisons plus beaucoup et qui représente pratiquement plus de 20% des exportations en termes donc, de volume et de mobilisation donc, de ressources. Donc un secteur comme ça est forcément un secteur prioritaire. Nous devons faire en sorte que ce secteur agricole qui jusque-là se défend pour aller plus vers l'autosuffisance alimentaire se renforce davantage. Donc comment on peut le faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en renforçant justement les bureaux d'études et de développement pour faire en sorte que la productivité à l'hectare s'améliore, en mettant justement en place, que ce soit au niveau des intrants, qu'au niveau des parcours techniques, un certain nombre effectivement de cadres pour accompagner progressivement, comme on le fait de façon si intéressante au niveau du coton, qu'on le fasse également avec les autres produits vivriers, pour qu'on obtienne, qu'on puisse arriver jusqu'à doubler pratiquement la productivité à l'hectare. Ce n'est qu'à ce prix. Donc évidemment, il y a l'infrastructure qui est liée
à la mobilisation des ressources, comment accompagner les paysans, comment les renforcer au niveau de la formation sur de nouveaux équipements pour pouvoir produire plus vite et dans de meilleures conditions, en évitant justement la pénibilité du travail ou d'avoir trop de saisonniers par-ci ou par-là, tantôt agriculteurs, tantôt étudiants, et faire en sorte qu'ils aient les conditions de pouvoir lever des fonds, se mettre ensemble, lever des fonds un peu comme on le fait avec un certain nombre de programmes qui ont été mis en place par le gouvernement aujourd'hui dans le cadre justement du partenariat public-privé, mais qu'il faut renforcer avec des structures mises en place. Je vous ai parlé d'une banque agricole qu'il faut réellement mettre en place maintenant pour pouvoir accompagner justement les paysans, pour qu'ils ne soient plus des paysans comme nous les voyons, mais qu'ils soient de véritables agents économiques, chacun dans leur domaine. Ça va régler le problème de l'infrastructure, ça va nous régler le problème justement de voir une jeunesse togolaise qui parfois se cherche parce qu'elle se dit diplômée des universités et n'ayant pas accès forcément au marché de l'emploi peut constituer malheureusement un terreau d'une contestation ou un terreau avec les problèmes de sécurité internationale. Ils peuvent devenir des cibles malheureusement d'un certain nombre d'extrémistes capables d'apporter peut-être une solution apparemment absolument une solution facile à leurs différents problèmes, mais les mettre en danger et mettre notre propre sécurité en danger sur l'espace national ou sur l'espace international. Donc l'avenir ici, c'est également l'agriculture. Il faut la construire. Nous avons la majorité de nos terres aujourd'hui qui ne sont pas exploitées. Le problème foncier, évidemment, fait partie justement des épreuves auxquelles il va falloir trouver justement des solutions pour permettre peut-être aux différents agents économiques potentiels de l'agriculture qui n'ont pas aujourd'hui des terres, mais qui peut-être peuvent utiliser des terres qui sont achetées par des propriétaires qui n'ont pas envie de les mettre en valeur aujourd'hui. Donc la redistribution des terres, il faudra réellement marquer un arrêt à un moment donné pour réfléchir, pour voir comment on peut justement mettre à la disposition des gens des terres qui aujourd'hui peut-être ne sont pas utilisées depuis des dizaines d'années et on devrait les valoriser autrement. Donc c'est des sujets qui ont été évoqués au dernier salon de l'agriculture à Kara. Je pense que les pouvoirs publics ont eu l'oreille attentive et qu'ils sont en train de chercher des solutions pour pouvoir nous régler ces problèmes et renforcer justement les différents équipements et les différentes volontés de nos populations. On ne demande qu'une chose, c'est de renforcer justement leur appui et leur disponibilité en matière donc agricole. Thierry Aousso, nous arrivons à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin ira à l'endroit, je dirais, de notre pays. Sans la paix, sans la stabilité, sans la sécurité, tout ce dont nous avons parlé ne sert absolument à rien. J'émets le vœu de voir le Togo qui jusque-là a été préservé de tous ces drames que nous connaissons pratiquement chaque jour ici et là, avoir toujours cet environnement sécurisé avec la main de Dieu, comme nous disons souvent, continuer pour avoir les enfants du Togo poursuivre ce cheminement dans l'harmonie, dans la lumière, la tolérance. Et je souhaite également que le cadre de partenariat public-privé dont nous avons parlé se fasse encore mieux, encore plus vite, qu'il y ait davantage d'échanges et que le Togo soit au rendez-vous du développement, parce que nous en avons la possibilité. Petit de taille, grand par ses hommes, notre pays a toujours réussi à s'illustrer parmi les nations modèles. Et je pense que nous avons aujourd'hui le potentiel nécessaire, en valorisant davantage les ressources humaines que nous avons, à relever ce défi du développement, essentiellement autour de ces deux pôles dont nous avons parlé, l'agriculture et l'industrie. Je vous remercie vraiment pour cette opportunité que vous m'aviez encore une fois donnée et je sais qu'ensemble nous irons très loin. Merci à vous Thierry Aousso pour ce message d'espoir à la fin. Pour la conclusion, vous êtes directeur général de la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, l'un des piliers de l'industrie agroalimentaire du paysage industriel togolais. Vous êtes également vice-président du patronat togolais en charge de l'industrie, de l'énergie et de l'agriculture. Merci d'être passé sur ce plateau. Norbert.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici donc à la fin de cette émission. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.